Donc bonjour à tous, c'est ma deuxième revue de presse, l'épisode numéro 2. Donc ça se passe du 9 au 16 mars 2021, mais je pense que ça sera quand même intéressant plus tard, hein. Si vous voyez cette vidéo des mois ou des années plus tard, c'est pas forcément obsolète, ça peut être intéressant de la regarder aussi, parce qu'en fait l'actualité c'est un prétexte pour parler de choses qui m'intéressent et des sujets importants. Donc le premier sujet, hein, donc c'est l'incendie de OVH à Strasbourg. Donc il y a un centre de données qui a brûlé à Strasbourg. Il a brûlé de la nuit la semaine dernière. Et ça fait des images impressionnantes qu'on fait le tour du monde dans la presse, parce que tout le bâtiment a brûlé, donc plein d'ordinateurs ont pris feu, des dizaines de milliers d'ordinateurs ont pris feu. Et même les bâtiments à côté, donc ici par exemple derrière et devant, il y avait d'autres ordinateurs qui ont pas forcément tous brûlé, mais il y en a pas mal qui ont pris chaud, qui sont couverts de suie ou qui sont toujours pas connectés à Internet ou tout simplement à l'électricité. Donc pourquoi le centre de données a brûlé, on ne sait pas trop, hein. Ce qui a été annoncé par le patron d'OVH, Octave Klaba, dans une vidéo, où on voit qu'il a pas beaucoup dormi, c'est que ils ont eu une maintenance du matériel électrique dans la matinée, et le soir, ce matériel a pris feu, a priori, et le feu a pris très vite, et donc ça s'est propagé très rapidement dans le bâtiment. Par exemple, là, quelqu'un a partagé la, la courbe de température d'un de ses ordinateurs qui était dans le bâtiment, et on voit que dans la nuit, c'est monté très rapidement, à une température où les choses en plastique comme des ordinateurs prennent feu ou fondent. Donc les centres de données, ils ont de la protection incendie, hein. Donc les incendies dans les centres de données, c'est classique. Donc il y a plusieurs stratégies. Une stratégie classique, c'est d'asperger d'eau, mais le problème c'est que les ordinateurs et l'eau, c'est pas top. Une autre stratégie qui est un peu plus chère, aussi qui est pas parfaite non plus, en fait, c'est d'avoir un centre hermétique. Et quand il y a un feu, on remplace tout l'air par du gaz qui brûle pas. Donc le feu, il a besoin d'oxygène, il a besoin de combustible pour brûler. Donc s'il a plus d'oxygène, il s'éteint. Donc c'est système à gaz. Et le problème, c'est que ça peut abîmer les serveurs aussi. Et on peut pas avoir d'humain parce que en tant qu'humain, on a aussi besoin d'oxygène et d'air pour respirer. Et ça coûte cher. Là, à OVH, a priori, on sait pas trop dans ce centre. Les photos là, c'est dans un autre en construction, mais à OVH, a priori, ils ont un système de protection incendie normal, comme tout le monde. Il n'a pas suffi cette fois-ci. Je sais pas trop pourquoi. Ils ont dit qu'ils allaient expliquer pourquoi dans les jours qui viennent. Je sais pas si j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, peut-être. Un centre de données qui brûle, bon bah ça arrive en fait. Les incendies c'est classique, mais même sans aller jusqu'à un incendie du bâtiment entier, ce qui est assez classique, c'est qu'il y ait des pannes électriques, des pannes de matériel. Et au final, que ça soit le bâtiment entier ou juste une vingtaine de serveurs qui tombent en panne, ça change pas grand-chose pour la plupart des clients. Mais là, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui ont eu une panne au même moment. Donc des dizaines de milliers de serveurs, et il y a une entreprise qui a estimé qu'il y a environ 3,6 millions de sites web qui sont tombés en panne, et même en dehors des sites web, il y a beaucoup de choses qui sont dans les entreprises, qui sont pas des sites web, qui sont aussi en panne, et qui sont toujours en panne aujourd'hui. Ce qui était intéressant aussi, c'était les sauvegardes. Donc quand il y a une panne informatique, en général, on réinstalle ailleurs, sur d'autres ordinateurs. Donc ça, c'est assez facile à faire, mais s'il y a des données à transférer, il faut récupérer les sauvegardes et les transférer. Là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sauvegardes qui ont été perdues ou qui ne sont pas disponibles, parce que les sauvegardes, en fait, il y en a 20% qui étaient dans le bâtiment même, donc elles ont brûlé avec les ordinateurs, donc c'est ballot, c'est embêtant. Et il y a 80% des sauvegardes qui étaient dans le bâtiment à côté. Et là, pareil, hein, le bâtiment à côté, il a pas brûlé, mais il a pris chaud et il est toujours pas en route. Donc, OVH, ils ont fait une page où ils expliquent ce qui est disponible et ce qui est pas disponible. Et il y a encore beaucoup de choses qu'ils savent pas ou c'est pas encore disponible. Donc,
ça montre en fait quand on fait des sauvegardes, c'est important de faire des sauvegardes dans plusieurs endroits, dans plusieurs sites, pays ou villes, ou même prestataires. Comme ça, s'il y a un gros problème technique ou un incendie, on peut quand même accéder aux sauvegardes. Ça marche aussi pour les particuliers, hein. Par exemple, si vous avez un incendie chez vous, vous pouvez avoir sauvegardé vos données sur 3 ordinateurs différents ou 3 disques durs. Et s'il y a tout qui brûle, ça sert pas à grand chose. Donc c'est conseillé d'avoir vos sauvegardes à plusieurs endroits. Donc par exemple sur un ordinateur, sur un disque dur, dans le cloud, chez un membre de la famille. Par exemple, si c'est des photos, si vous envoyez des photos à des membres de votre famille, ça permet aussi de conserver les photos, même en cas de soucis. Et donc là, c'est arrivé à plein d'entreprises qui se sont rendues compte qu'ils avaient des sauvegardes qui ont brûlé avec les ordinateurs ou qui sont pas disponibles, ou des sauvegardes qui marchaient plus, ou pas de sauvegarde tout simplement. C'est important de faire des sauvegardes, mais toutes les entreprises ne le font pas forcément. Et c'est arrivé par exemple au gouvernement français, qui avait des données sur la vaccination du coronavirus dans ce centre de données. Et ils ont eu chaud parce que les données n'ont pas brûlé, donc ils font partie des... ils étaient probablement dans le bâtiment d'à côté, mais ils devaient faire des sauvegardes, hein. Donc voilà. Après, est-ce que OVH ils ont fait une erreur? Ils le disent, ils vont améliorer ça. C'est qu'ils avaient des sauvegardes dans le même bâtiment ou même dans le bâtiment d'à côté, et c'est problématique. Et donc dans une vidéo précédente, j'avais conseillé OVH pour leur performance, leur rapport qualité-prix. J'étais pas au courant qu'ils mettaient les sauvegardes dans le même bâtiment. Si je l'avais su, j'aurais peut-être mentionné en disant que il vaut mieux sauvegarder ailleurs et pas compter sur eux pour les sauvegardes. Maintenant, ils sont au courant, ils vont changer les choses. Donc à terme, je pense qu'ils vont avoir une politique de sauvegarde de qualité. Donc ils ont appris sur le tas, hein, qu'il faut faire les sauvegardes et les sauvegarder pas dans un seul endroit, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est facile à dire de mon point de vue, hein, tout le monde fait des erreurs. Bon, eux, ils ont fait une grosse erreur cette fois-ci, qui à mon avis est plus grave que l'incendie en lui-même, hein. L'incendie, ça coûte des sous, ils ont une assurance. C'est jamais marrant de faire l'actualité, mais dans ces conditions, mais ils ont les capacités de reconstruire, ils sont en train de reconstruire les ordinateurs pour les mettre ailleurs. Maintenant, ce qui est important, c'est les données, et avoir perdu les données, c'est plus embêtant. Donc voilà, ça peut aussi montrer qu'on fait confiance parfois à des prestataires, et les prestataires ont des problèmes où on n'est pas forcément au courant, donc c'est important de faire des sauvegardes peut-être dans plus d'un seul prestataire. C'est aussi utile, par exemple, si vous perdez accès à un prestataire, par exemple, si vous êtes un particulier et que vous sauvegardez dans votre compte Google, si vous perdez l'accès à votre compte Google, ce qui arrive parfois, malheureusement, vous n'aurez plus accès à vos sauvegardes. Donc après, je vais parler des hacks du moment. Donc il y a plein de hacks tout le temps dans le monde. Par contre, il y a des hacks qui sont plus ou moins intéressants. Donc cette fois-ci, je vais parler de 2 hacks en particulier. Donc c'est des gens qui ont accédé à des caméras de sécurité dans des hôpitaux, des prisons, des entreprises, des vendeurs de voitures. Et bon, le hack en lui-même, il est pas très compliqué, hein. Ils ont accédé à un compte administrateur qui gère les caméras, et donc ils se sont connectés aux caméras. Donc c'est un hack classique, on ne sait pas vraiment comment ils y ont eu accès, mais si on accède au compte administrateur, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'utilise cette actualité pour dire que si vous avez des choses que vous ne voulez pas avoir en ligne, que les gens ne voient pas sur Internet, à 100%, il ne faut pas les connecter à Internet, hein, tout simplement. Après, si vous avez besoin de connecter certaines choses comme des caméras à Internet, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça pose un problème de sécurité que potentiellement des gens accèdent aux caméras? Quelles sont les conséquences? Et donc, vous prenez votre décision. Pour pas mentir, moi je travaille dans une entreprise qui met des caméras sur Internet dans les hôpitaux.
et on fait très attention à la sécurité, mais si quelqu'un donne son mot de passe administrateur, enfin si quelqu'un euh, se, se fait voler son compte et son mot de passe et même son téléphone et pour accéder à la sécurité par deux facteurs d'authentification, bon, bah, voilà, les gens pourront voir les vidéos, ça fait partie du risque. Est-ce que c'est toujours utile d'avoir des caméras dans les hôpitaux accessibles à distance? Oui, probablement. L'autre hack intéressant, c'était les SMS. Donc lire les SMS d'un téléphone de quelqu'un d'autre, donc c'est très classique. Les SMS, c'est pas sécurisé depuis longtemps. La chose classique, par exemple, c'est une fausse antenne. Euh, les policiers ont le droit de faire ça. Ils vont se mettre près du téléphone avec une fausse antenne, et en fait, le téléphone, il va échanger les SMS avec l'antenne téléphonique des policiers, et donc les policiers peuvent lire les SMS. Là, c'est encore plus simple, hein. L'astuce, c'est de faire un transfert du numéro de téléphone, hein, quand on transfère un numéro entre fournisseurs de téléphone, par exemple de Orange à Bouygues. Sauf que là, la société qui a fait le transfert, elle n'a pas vraiment bien vérifié que le transfert était autorisé, donc le hacker, il a juste dit, bah, transférez-moi ce numéro à moi, et il a pu lire les SMS, parce que les nouveaux SMS, bah, il les recevait puisqu'il était le nouveau propriétaire du téléphone. Donc la conclusion, c'est que si donc les SMS c'est pas sécurisé, on le sait depuis longtemps, mais c'est bien de le répéter. Et il y a encore des banques, par exemple, qu'on achète en ligne, qui envoient des codes de sécurité par SMS, et bah c'est pas bien. Donc voilà, n'envoyez pas des SMS en pensant que c'est sécurisé. C'est comme une carte postale en quelque sorte, hein, mais une carte postale sans enveloppe. Tout le monde peut le lire, donc votre banque elle vous envoie pas les codes de sécurité par carte postale, je crois, mais elle le fait par SMS. Après, sur le langage de programmation C, qui n'est pas sécurisé. Donc le langage de programmation C, c'est un langage de programmation assez ancien, très utilisé. Donc c'est un moyen de parler aux ordinateurs, hein. On dit à la machine quoi faire, c'est comme une recette de cuisine, on dit bah, compte jusqu'à 10, fais ça, fais ça, fais ci. Et le C, en fait, c'est pas mal, ça a plein d'avantages. C'est simple, c'est puissant, c'est rapide, mais c'est aussi pas sécurisé. Et donc on le sait depuis longtemps, mais là, quelqu'un qui fait un logiciel qui est utilisé dans plein d'endroits a pris le temps d'analyser les problèmes de sécurité de son logiciel ces dernières années et s'est rendu compte que la moitié des problèmes de sécurité, en fait, c'était des erreurs simples liées à C, parce que en C, c'est pas sécurisé, et donc des erreurs qui auraient pu être évitées en prenant un langage plus sécurisé. Donc moi je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire différemment si on prenait le temps, investir l'argent et convertir un logiciel en C dans un autre langage plus sécurisé, c'est pas forcément économique parce que c'est très cher, très compliqué. Mais je pense qu'à terme il va falloir y passer, hein, parce que les problèmes de sécurité, ça coûte des sous aussi, donc je veux pas dire qu'il faut tout remplacer du jour au lendemain, mais lentement et sûrement, il faut commencer à éviter de faire des programmes en C et remplacer au fur et à mesure les parties non sécurisées dans les logiciels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui sont faits avec des langages sécurisés, mais il reste encore pas mal de choses non sécurisées qui sont très utilisées. Par exemple, quand vous avez des problèmes de sécurité dans votre ordinateur, il y a de fortes chances, en fait, là une chance sur deux, mais dans Windows ou Linux, j'ai pas les chiffres précis, mais une bonne probabilité que ce soit encore des problèmes liés à C. Et enfin, pour finir, GTA Online. Donc j'avais parlé de GTA Online la semaine dernière, et je vais en reparler aujourd'hui. C'est qu'ils ont fait une mise à jour qui corrige officiellement le problème qui avait été détecté la semaine dernière. Et donc c'est une bonne nouvelle, les performances sont beaucoup mieux, il n'y a rien à dire. Ils ont même donné 10 000 $ à la personne qui avait découvert le problème, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Bon, Rockstar, ils ont plein de sous, hein. Surtout sur GTA Online, c'est une bonne vache à lait. Mais bon, c'est une bonne chose, donc ça montre qu'ils ont été réceptifs et que
Et ils ont été assez rapides à corriger le problème, donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.